Les services de renseignement ukrainiens ont tenté de soudoyer un pilote de l'armée de la Fédération de Russie afin qu'il leur remette l'un des chasseurs les plus précieux du pays. Le MiG-31 et en plus avec un missile Kinzhal inclus. Nous connaissons cette histoire de première main car toute l'intrigue a été soigneusement démantelée par le service fédéral de sécurité et en plus la Russie a déjà adressé la réponse correspondante à la partie ukrainienne. Reste jusqu'à la fin pour que je te raconte comment ces Kinzhal ont effectivement fini par arriver entre les mains des services de renseignement ukrainiens, mais pas de la façon que tu imagines. Et aussi pour découvrir de première main ce que signifie réellement cette opération. Et ce que cela nous révèle sur la position de l'Ukraine, tant au niveau politique que bien sûr au niveau militaire à l'heure actuelle. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass, analyste en géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé de l'actualité la plus récente, tant internationale que militaire. Nous commençons comme toujours depuis le début. Le service de sécurité de la Fédération de Russie, le service fédéral de sécurité vient tout juste de démanteler un réseau du service de renseignement militaire ukrainien, le Direction générale du renseignement ukrainien, qui aurait pu bouleverser tout le scénario international, aussi bien géopolitique que militaire, bien entendu. En effet, le Direction générale du renseignement ukrainien a tenté de soudoyer un pilote de la Fédération de Russie, de l'armée de la Fédération de Russie, pour qu'il exécute cette opération. Une manœuvre qu'en fait, l'Ukraine a déjà fini par réaliser en 2023. Ce qu'ils voulaient, c'était que le pilote de leur choix vole l'un des avions les plus précieux de l'armée de la Fédération de Russie, le Kazamig-31, qui est porteur de missiles Kinzhal. Et il ne voulait pas seulement l'avion, mais l'avion avec un cadeau inclus, au moins un missile Kinzhal à l'intérieur. Et la partie la plus surprenante de tout cela réside peut-être dans les conclusions ou dans l'objectif final de l'opération que nous révélerons effectivement à la fin de cette vidéo. Parce qu'il se pourrait que cela ne consiste pas à ce que l'Ukraine reçoive effectivement l'avion en lui-même. Dans ce sens, le fait qu'il transportait ce missile Kinzhal à l'intérieur est quelque chose d'absolument essentiel. L'opération du côté ukrainien a commencé à se préparer vers octobre de l'année 2024, c'est-à-dire cela remonte déjà à très longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de trouver un pilote qui avait réellement envie de se vendre à l'armée ukrainienne et donc à l'Occident. Parce que vous verrez, ici on ne parle pas seulement des services de renseignement ukrainiens, ils sont tombés sur quelqu'un qui a directement informé l'armée. Et donc, ils ont fini par transmettre l'affaire au service fédéral de sécurité, donc ceux qui ont réellement discuté avec le gourou ukrainien, c'est-à-dire avec les agents secrets ukrainiens, étaient les agents secrets eux-mêmes, les agents secrets de la Fédération de Russie, qui, au final, ont réussi à battre les premiers, mais oui, ce sont bien des agents ukrainiens. En réalité, c'est une façon de parler, puisque l'homme qui a contacté le pilote russe s'est présenté comme un journaliste de Bellingcat. C'est une sorte de média imaginaire que les services de renseignement ukrainiens utilisent généralement comme couverture pour contacter toutes sortes de militaires russes et voir s'ils finissent par en convaincre certains en... Dans l'obscurité du 24 août, un message télégramme m'a été envoyé à moi, à celle que je connaissais. L'homme avait... Un accent ukrainien très prononcé d'ailleurs, le pilote lui-même l'a fait remarquer lors de l'une des conversations qu'ils ont eues sur Telegram. Ensuite, pour cela, la partie ukrainienne a demandé à créer différents chats privés, certains sur Telegram, d'autres plus tard sur Signal. Le pilote leur a même envoyé des photos prouvant qu'il avait réellement accès à l'appareil. Ils voulaient appeler voir le numéro de l'appareil en question pour confirmer que les intentions du militaire russe étaient effectivement sérieuses. Pour prouver leur propre sérieux, ils envoyaient des vidéos où il y avait des billets partout, des montagnes et des montagnes de devises étrangères. Ils m'ont envoyé des photos et des images.
La récompense qu'il promettait était effectivement assez alléchante. Pour l'avion lui-même, 1 million de dollars, et pour l'avion avec le missile Kinzhal inclus, au moins un, cela signifie les 3 millions de dollars complets. En plus de cela, on offrait aux pilotes russes la nationalité d'un pays tiers qui, apparemment, serait situé quelque part. C'est aussi particulièrement significatif car le service de renseignement ukrainien a déjà en fait mené une opération similaire, mais avec un succès quelque peu contradictoire. C'est-à-dire, Un petit rappel, les soi-disant journalistes occidentaux dans ce cas britannique. Eh bien, quelle surprise, n'est-ce pas? Parce que le service de renseignement britannique Military Intelligence, SIS, a en effet beaucoup à voir avec le service de renseignement militaire ukrainien, Direction générale du renseignement ukrainien. Mais bon, nous laissons cette question ouverte, quoi qu'il en soit, des journalistes soi-disant britanniques parlant, il faut le dire, un Ukrainien parfait. Ils ont d'abord contacté cet homme pour essayer. Ils ont voulu, en quelque sorte, l'interviewer, puis ont offert de l'argent contre des informations confidentielles de l'armée. Il se pourrait qu'ils aient voulu ensuite utiliser cela pour compromettre le pilote et l'obliger à agir contre, effectivement, l'armée de la Fédération de Russie. Et lorsque le pilote a refusé de leur parler, passant l'affaire directement entre les mains du service fédéral de sécurité, c'est-à-dire qu'il en a dûment informé ses supérieurs. Il a catégoriquement refusé de se vendre pour de l'argent et donc de trahir sa patrie. Le service fédéral de sécurité a alors accédé à toutes les demandes et c'est là que les choses intéressantes ont commencé. Mieux vaut garder les informations purement militaires, même confidentielles, pour une autre fois. As-tu accès par hasard aux avions de la Fédération de Russie? Là, le plan va vraiment devenir très intéressant pour nous. Ce qui retient surtout l'attention dans cette affaire, ce sont les objectifs de l'opération. Et en fait, tout indique que l'Ukraine n'avait pas vraiment prévu cela. C'est, comme je l'ai dit, particulièrement important et essentiel. Parti uni comme annoncé pendant la période d'Aleman à Porto Brasov. Tout cela laisse à penser qu'elle était dûment conseillée et qu'elle aurait même pu être aidée par les services de renseignement internationaux. Lisez surtout, tout particulièrement les Britanniques. Il a été enterré dans le sud de l'Espagne le 10 novembre 2024 après pratiquement 7 mois sans pouvoir remettre son corps à la terre. Le gourou ukrainien. Lors d'une opération qui s'est avérée, du moins pour la partie ukrainienne, effectivement assez réussie, surtout si l'on parle en termes de médiatique. Il lui a promis, et il se pourrait même qu'il ait fini par lui remettre 500 000 dollars et une nationalité d'un pays tiers. J'imagine que dans ce cas, nous parlons surtout de l'Espagne, puisque jusqu'à ces derniers jours, la personne en question résidait précisément dans ma seconde patrie, l'Espagne, plus précisément dans le lotissement La Cala, dans la ville d'Alicante, Villarroyosa. Il convient de souligner qu'il est très probable que nous parlions non seulement d'un déserteur, mais aussi d'un meurtrier, puisque avec lui, dans le Military Intelligence, 8 volés, 2 autres militaires de l'armée de la Fédération de Russie qui ont été assassinés de sang-froid. On ignore simplement qui en est l'auteur. Par la suite, alors qu'il se trouvait déjà en Ukraine, il a affirmé qu'ils avaient été tués par la partie ukrainienne. Mais il se pourrait, en fait, c'est assez probable qu'il ait dû le faire lui-même, se débarrasser de lui-même. Parce que sinon, on ne lui aurait tout simplement pas permis de voler l'hélicoptère et encore moins de l'atterrir sur le territoire ukrainien. Le sort qu'il a connu, en tout cas, on peut l'appeler de tout sauf de chanceux, puisqu'un certain temps après son exploit héroïque, et alors qu'il vivait tranquillement depuis quelques mois, même si selon les voisins, il avait tendance à consommer de l'alcool et des substances interdites. Mais après un certain temps, je répète, alors qu'il résidait en Espagne, il a fini assassiné de sang-froid par 2 inconnus qui lui ont tiré dessus à 6 reprises, puis lui ont roulé dessus avec leur voiture à 2 reprises consécutives.
Ils n'ont pas été retrouvés jusqu'à présent. La voiture avec laquelle ils lui ont roulé dessus a été abandonnée dans un terrain vague et ils l'ont ensuite incendiée. À noter, lors de sa conversation avec le service fédéral de sécurité russe, le gourou ukrainien Klaro. Pensant qu'il parlait à ce pilote qui pouvait leur livrer le joyau de la couronne de l'armée de la Fédération, ils ont fixé un rendez-vous. Quelle surprise! Précisément à ce pilote, Maxime Kouzminov. Ils ont même joint une photo de lui en disant que seul pouvait avoir cette photo et en présentant l'affaire comme un cas de réussite. Toi, reste tranquille, fais-nous confiance, on a déjà réglé ça. Réalisé avec d'excellents résultats à plus d'une occasion. D'excellents résultats, oui. Mais pour la partie ukrainienne, jamais pour le pilote déserteur lui-même, Maxime Kouzminov. J'imagine que ce pilote russe, avec lequel ils ont essayé d'établir un contact, allait connaître un sort assez similaire. L'essentiel, c'est l'objectif lui-même, contrairement au cas de Kouzminov, où la partie ukrainienne a effectivement gardé le Military Intelligence 8 de la Fédération de Russie. Ici, la possibilité que le Mikoyan Gourevitch 31 tombe entre les mains de l'État ukrainien était vraiment faible. Ni la possibilité, ni peut-être même le désir du propre renseignement militaire ukrainien. Ce qui frappe surtout ici, c'est l'objectif et donc la trajectoire choisie. Le pilote devait diriger l'appareil vers l'un des aérodromes d'Odessa, mais en passant par l'espace aérien. La Roumanie en survolant la mer Noire et en s'approchant de l'une des plus grandes îles importantes de l'OTAN sur le territoire roumain, dans la localité de Constanța. Le MiG-31 devait être embarqué sur l'avion de l'escadrille de la mer Noire. Dans le plan d'assaut, Alexandre a proposé que l'assaut soit exécuté sur l'aérodrome de l'oblast d'Odessa, en passant par l'espace aérien de la Roumanie, au-dessus de Constanța. Là-bas, le coordinateur de toute l'opération, du côté du renseignement ukrainien qui se faisait appeler Alexandre, lui a dit qu'il était même possible qu'ils attaquent l'appareil ou qu'ils simulent l'attaque pour plus tard. On ne sait plus s'ils vont garder l'avion et par conséquent, d'une certaine manière, écarter le pilote de l'équation. C'est-à-dire, on lui proposerait la nationalité d'un pays tiers, il resterait en vie bien sûr, mais cela n'arrive que dans les comptes du renseignement ukrainien. Quelle serait la réalité? Très probablement, elle serait bien différente. Nous vous installons, nous menons toute une série d'opérations pour créer une couverture, disons, pour vous et votre entourage. Nous effaçons toutes les traces. Nous menons des opérations pour mettre en scène votre disparition. Nous pouvons faire quelque chose de similaire, par exemple simuler un accident d'avion, autoriser son crash, et ainsi de suite. Tout cela sera diffusé dans les médias sur différentes chaînes, et ensuite, quelqu'un travaillera avec vous. Notre spécialiste mènera les opérations nécessaires. Dans ce sens, le service fédéral de sécurité, le service de sécurité de la Fédération de Russie, a évoqué un objectif bien plus dangereux. Il était prévu que la pilote vole soi-disant vers Odessa. Mais en réalité, l'objectif était précisément de l'approcher de l'espace aérien de l'OTAN, voire même de le faire entrer dans l'espace aérien de l'OTAN. Regardez quel énorme scandale au niveau international. Un avion de la Fédération de Russie avec un missile Kinjal à l'intérieur, un missile hypersonique, rien que ça, qui finirait par abattre la défense aérienne de l'OTAN. Bien sûr, cela ferait que le monde entier oublierait complètement la corruption qui éclabousse plus que jamais le régime de Kiev en ce moment. D'un côté comme de l'autre, des défaites que subit en chaîne l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. Ce qui arriverait dans ce contexte aux pilotes, j'imagine que tout le monde le comprend très bien, même après l'élimination de Maxime Kouzminov. Bien sûr, il a reçu une multitude de théories accusant la Fédération de Russie et ses services de renseignement. Mais il existe aussi une autre issue assez curieuse. Ainsi, la blogueuse ukrainienne Anatoly Chary a déclaré à l'époque que le pilote avait en fait été éliminé par le propre service de renseignement ukrainien. Oui, le même service de renseignement qui a organisé toute l'opération. Avec sa participation, il lui a remis les documents européens ainsi que l'argent. Mais pour vivre en paix, on suppose que c'était jusqu'à la fin de ses jours. Le problème, c'est que cette fin est arrivée bien plus tôt que ce que l'homme en question avait prévu. Il refusait tout hasard. Il ne pouvait simplement pas le laisser en vie. C'est ce qu'a déclaré Anatoly Chary. Avait-il vraiment raison? Il faudrait vérifier. Mais ce qui est clair, c'est que ce pilote aurait difficilement pu survivre, et j'irai même plus loin,
il aurait difficilement pu survivre même en quittant l'espace aérien de la Fédération. C'est que là où le Direction générale du renseignement ukrainien a lancé l'opération soi-disant à la recherche du plus grand succès, en réalité, il commettait une véritable folie. Il voulait provoquer une véritable catastrophe et cette fois, vraiment, déclencher de manière claire et directe la Troisième Guerre mondiale. Parce que, quelles conséquences cet acte de la part de l'Ukraine aurait-il pu avoir si, Dieu merci, il n'avait pas pu être empêché? D'une part, il faut préciser que certaines sources, dont le blogueur ukrainien Shari, affirment désormais que Zelensky fait lui-même l'objet d'une enquête du FBI. D'autre part, sur le front, l'Ukraine s'en sort de plus en plus mal, c'est impossible de faire pire. La ville de Pakrovsk est déjà pratiquement contrôlée par la Fédération de Russie, il en va de même pour Mirnograd. La partie est de Kupiansk est également sous contrôle. Il faut ajouter Valchansk, il faut aussi ajouter la récente entrée de la Russie à Konstantinovsk et même la possibilité de l'ouverture d'un nouveau front à Tchernihiv. Je pourrais continuer comme ça pendant un bon moment. Quoi qu'il en soit, bien sûr, j'en ai aussi parlé avec mes sources militaires ici dans le Donbass et elles ont qualifié cela de pure folie. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas très bien si au sein du service de renseignement ukrainien, ils ignoraient qu'en Russie, ce type d'aéronef est contrôlé, pratiquement à la perfection. Personne ne laisserait sortir un tel appareil de l'espace aérien de la Fédération comme ça, cela nécessiterait bien plus de préparation que simplement un pilote. Qu'à un moment donné, il a même avoué à la partie ukrainienne qu'il ne saurait pas comment atterrir l'appareil en question. Oui, j'allais presque oublier que, bien sûr, ils lui ont proposé de se débarrasser de ses coéquipiers pour qu'ils ne gênent pas. Alors il a dit « mais sans eux, je ne vais tout simplement pas y arriver ». Et ils l'ont même mis en contact avec un pilote ukrainien pour qu'il essaye de lui expliquer. Comment atterrir un MiG-31 ? L'objectif final, cependant, n'était probablement pas vraiment de l'atterrir, ou en fait, c'était carrément de ne pas réussir à l'atterrir. Jamais. J'allais presque oublier la plus grosse révélation. Tu es ici pour connaître la fin de cette histoire qui a été tragique, oui, mais pas pour la Fédération de Russie ni Dieu merci pour l'humanité entière, sinon ce serait différent. Énorme surprise pour la partie ukrainienne, en particulier pour les organisateurs de toute cette opération. Il s'avère que la Russie a bien transmis à l'Ukraine, et plus précisément au service de renseignement militaire, aux directions générales du renseignement ukrainien de ce pays. Cet avion Mikoyan Gourevitch 31 avec les Kinzhal à l'intérieur. Cependant, au lieu de servir de manière ordonnée dans l'armée, et donc dans l'armée de l'air ukrainienne, l'avion en question a fini par attaquer des cibles à l'intérieur du pays. Ainsi, dans la nuit du 9 au 10 novembre, le Mikoyan Gourevitch 31 équipé de missiles hypersoniques Kinzhal a fini par attaquer directement l'un des bureaux principaux du Direction générale du renseignement ukrainien. C'est le bureau principal du renseignement radioélectronique à Bravary, région de Kiev, qui a été attaquée. Et en cadeau, la Fédération de Russie a également fini par attaquer l'aérodrome de Starokastanchinov, où se trouvent, quelle surprise, les F-16 occidentaux. Donc, la question à 1 million dans ce sens serait très probablement: est-ce qu'en Ukraine, ils pensent vraiment que les pilotes sont aussi incroyablement idiots? Les militaires de la Fédération de Russie? Ou bien, si ceux qui sont vraiment les imbéciles ici, précisément, se trouvent du côté ukrainien. Imbéciles ou impunis? Parce que les actions de l'Ukraine, nous le savons très bien, aussi provocatrices soient-elles, même si elles constituent des crimes de guerre, oui, des actes d'État, ne sont jamais condamnés et parfois même pas commentés par la partie occidentale. Si la faute, même si l'acte a été commis par l'Ukraine, peut être imputée à la Fédération de Russie, c'est exactement ce que l'Occident finira par faire. Bien sûr, gâter ainsi un État, surtout un qui agit de cette manière, a des conséquences qui peuvent devenir absolument terribles, au point de ne plaire à personne, même pas en Occident. La question, et par conséquent la possibilité, c'est-à-dire le risque que le régime de Kiev, se sentant absolument impuni quant aux actions et réactions de la part occidentale, puisse finir par faire littéralement n'importe quoi.